Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI de Radio Classique. Merci vous êtes cofondateur de la Droite Forte, membre de l'UMP, dont vous êtes secrétaire national. Est-ce que vous parleriez, comme Bruno Le Roux, pour évoquer ce qui s'est passé à l'Assemblée, d'une péripétie parlementaire qui a pris fin hier soir ? Oui, je le crois. Je fais partie de ces quelques élus qui ont été sensibles à la loi Macron. Parce que elle allait dans la bonne direction. C'était pas un grand soir, la loi Macron, c'était un petit soir. C'était une petite réforme. Mais j'estime que nous devons aussi être les véhicules d'une opposition ferme, mais pas fermée. C'est la raison pour laquelle j'étais plutôt favorable à cette loi Macron. Mais en même temps, il faut que le gouvernement, que cette majorité, que François Hollande fasse preuve de responsabilité. Et vous auriez voté le texte si vous aviez été député ? Je le crois. Mais j'aurais voté aussi la motion de censure, parce qu'on peut être favorable à un texte qui va dans une bonne direction, mais considérer que ce gouvernement, lui, va globalement dans une très mauvaise direction, en refusant les réformes de structure. Parce que cette loi Macron, elle ne comportait aucune réforme de structure. Aucune des réformes de structure que l'UMP, par exemple, appelle de ses voeux. Je pense au contrat de travail unique. Je pense à la fin des 35 heures. Je pense à une baisse drastique des charges sans contrepartie. Je pense à toutes ces réformes qui sont nécessaires pour libérer l'économie. Et honnêtement, ce n'est pas avec la réforme des autocars ou même le fait de passer de 5 à 12 dimanches que l'on peut travailler, que l'on réformera la France. Aujourd'hui, pas une grande réforme, mais tout de même, votre électorat était plutôt favorable à la loi Macron, si on en croit les sondages. Donc, est-ce qu'il y a très difficile. Une petite erreur, finalement, de stratégie pour la droite sur cette question-là ? C'est très difficile d'être pour ou contre la loi Macron. Et ce, pour une raison simple. L'esprit de la loi Macron. Oui, non, justement. Très difficile d'être pour ou contre, parce que c'est une loi fourre-tout. On y trouvait des choses totalement différentes, ce qui rendait la cohérence du texte assez illisible et inexistante. Mais effectivement, sur l'esprit, j'ai répondu à votre question, j'estimais que cette loi, et j'estime toujours que cette loi va plutôt dans la bonne direction. Mais j'ai trouvé, par exemple, le discours de Manuel Valls pas très courageux hier. Il s'adressait à Christian Jacob, il s'adressait à l'opposition, mais il fallait surtout, et avant tout, qu'il s'adresse à sa propre majorité, parce que la question, c'est de savoir comment va gouverner M. Valls dans les prochains mois et les prochaines semaines. Pour une loi qui n'était pas, selon les mots mêmes de François Hollande, la loi du siècle. Une situation de blocage ? Non, je ne crois pas, parce que je vous ai dit au tout début de cette interview que c'était plus une péripétie. En revanche, j'ai une inquiétude. Une inquiétude pour les prochains mois, c'est... Oui, blocage pour l'avenir, hein, je parle. Oui, mais... Je veux dire, ce qui s'est passé hier n'était pas très important en soi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi, malheureusement, et c'est d'ailleurs ce que je dénonce dans mon livre La Fronde nationale, un jeu de posture. On va en parler. Mais il y a une inquiétude qui est légitime pour la suite, c'est comment Manuel Valls va-t-il faire accepter d'éventuelles réformes de structure ? Quelle cohérence a ce gouvernement lorsqu'il libéralise, par exemple, les notaires dans la loi Macron et qui fonctionnarise les médecins dans le projet de loi Touraine ? Le problème, c'est que François Hollande est en train de cultiver une ambiguïté qui commence à se refermer sur lui. Et l'autre problème, c'est que la conséquence de cela, je termine, que la conséquence de cela, c'est qu'en réalité, nous avons une majorité qui est fracturée, qui est en capilotade, qui est en train d'exploser en 1000 morceaux et qui rend toute action de réforme structurelle impossible. Et je me demande aujourd'hui si ce quinquennat n'est pas désormais hors service. Alors vous parlez d'une majorité fracturée. Christian Jacob a demandé, alors c'est peut-être le petit jeu politicien, une dissolution de l'Assemblée. Est-ce que, bon, bien évidemment, il n'y aura pas de dissolution, mais on imagine une dissolution. Est-ce que vous avez le sentiment d'être prêt ? Est-ce que l'opposition n'est pas non plus fracturée aujourd'hui ? Je ne crois pas que l'opposition soit fracturée, elle est en convalescence. Nous avons vécu, nous avons offert surtout aux Français un spectacle de division. Donc vous n'êtes pas en meilleure forme si demain vous deviez revenir au pouvoir. Nous sommes en reconstruction. Nous avons élu un président qui a une légitimité démocratique. On lui reproche aujourd'hui même de faire passer le collectif au-dessus de l'individuel. Quand il s'exprime
hier sur une radio en disant que sa candidature n'était pas obligatoire, on se dit mais où est passé Nicolas Sarkozy? C'est ce que disent les commentateurs, ce n'est pas ce que je dis moi. Et moi, je trouve plutôt un bon signal que de dire, voilà, je mets la reconstruction collective de ma famille politique au-dessus, à ce stade, de mon ambition personnelle. Donc ne reprochez pas à l'opposition de commencer à retravailler à un projet, si possible, crédible, alternatif et solide, et posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi François Hollande et Manuel Valls n'ont pas de majorité dans ce pays. D'accord, mais Geoffroy Didier, ça signifie grosso modo qu'aujourd'hui, vous êtes en reconstruction, donc vous n'êtes pas prêt, s'il y avait dissolution, à assumer des fonctions importantes. Si je vous ai bien compris. Non. Alors, je vous ai un mal responsable compris. public, il est prêt, par définition. Parce qu'il n'est pas inquiet, parce qu'il ne s'angoisse pas et parce qu'il a des convictions et des valeurs chevillées au corps. Ce que je dis précisément dans mon ouvrage, c'est que nous avons des propositions, nous avons des valeurs à défendre. La seule chose que je demande à ma famille politique, c'est de les assumer, ces valeurs. Nos valeurs, elles sont claires. C'est l'ordre républicain, c'est le patriotisme, c'est le mérite, c'est la liberté d'expression et d'agir. Si nous assumons ces valeurs, nous serons prêts à gouverner. Mais la question aujourd'hui, il n'y a pas de dissolution. Moi, je ne vais pas faire de la politique fiction, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis en train d'essayer de contribuer, modestement mais avec détermination, à la reconstruction de ma famille politique et surtout au fait que nous proposions aux Français un pacte de confiance qui soit davantage axé sur l'écoute, qualité perdue en politique, et aussi sur le courage. Le courage de dire les choses, parce qu'il faut dire les choses. Le courage de faire, et surtout le courage de tenir, parce que c'est aussi cela qu'on nous a reproché. C'est de dire beaucoup de choses, d'en faire certaines, mais de ne pas toujours tenir jusqu'au bout. Dans un mois, les élections départementales, quel est l'objectif de l'UMP? L'objectif de l'UMP, c'est de gagner tous les départements. Vous voyez ? Parce que j'estime que quand on est un responsable public, on a l'ambition de faire triompher ses convictions et ses valeurs. Et je déplore le fait que nous ayons eu des bureaux politiques où nous commentions les modalités de notre propre défaite. Et je préférerais effectivement que nous concentrions notre énergie sur ce que je vous décrivais il y a quelques instants, c'est-à-dire la reconstruction dans l'unité. Mais l'unité, c'est un combat permanent. Le but, je vais vous dire, c'est pas d'être toujours d'accord. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, c'est pas tant de se mettre autour d'une table. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est la renverser la table. Et c'est aussi cela, ce message de colère que nous devons entendre. Et alors, renverser la table, peut-être pas avec vous, parce que est-ce que le scénario catastrophe pour l'UMP, ça serait d'être derrière le Front National à ces élections? Mais vous voyez, vous êtes des potrons minés très pessimistes. Non, moi, je me réveille en étant positif et constructif pour mes idées. Ouais. Donc si vous croyez... Je regarde les dernières élections et je vois que vous êtes quand même aujourd'hui derrière le Front National. On va parler d'ailleurs de votre livre, car vous essayez de contrer cette montée du FN. Alors vous avez une mémoire sélective ou courte, parce qu'en réalité, sur les 13 élections législatives partielles, nous en avons gagné 12. Donc si nous faisons un bilan d'étape, il est très positif pour ma famille politique. Mais je ne me contente pas. Le Front National était devant. Et j'étais moi-même candidat aux élections européennes, et j'en ai pâti. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est parce que je ne me résous pas à ce que la France soit dirigée en 2017 par Madame Le Pen. Et que si c'était le cas, Monsieur Blanc, ce serait de notre faute, ou en tout cas de notre fait. C'est que nous n'aurions pas répondu aux souffrances de nos concitoyens. Et ces souffrances, elles sont légitimes. Et ceux qui aujourd'hui sont tentés de céder aux sirènes de Madame Le Pen, moi je ne les juge pas moralement. Je veux tout simplement les convaincre politiquement. Et ça, c'est ma mission, et j'estime même que c'est mon honneur. Donc j'évite de donner des leçons de morale à qui que ce soit, et j'essaie de travailler. Il y a le feu au lac pour vous, pour reprendre une expression de Jean-Christophe Cambadélis, qui parlait du Front National. Est-ce que le FN est en train de siphonner les voix de la droite? On voit qu'un électeur sur deux, sur des élections locales, serait prêt à franchir le Rubicon. Non, il n'y a pas de siphonner le feu au lac ou de Rubicon. Si nous sommes en mesure, capables, avec une volonté, une détermination d'établir un projet qui restaure l'idée même de nation, qui redonne de la vigueur à l'autorité républicaine, qui donne de la liberté et l'énergie à notre économie, mais vous verrez que le Front National n'aura plus qu'à fermer boutique. En réalité, le succès apparent du Front National n'est que le résultat de notre inertie ou, à gauche, de votre échec, de l'idéologie. Aussi, non, un petit peu. Lesquels échecs? Aujourd'hui, qui gouverne la France depuis 2 ans et demi? Regardez, Monsieur Blanc. Regardez, Monsieur Blanc. Je vais vous donner un exemple concret pour. Je vais vous donner un exemple. Les problèmes ne datent pas que de 2012. Je vais vous donner un exemple concret pour vous contredire. C'est que je ne dis pas que entre 2007 et 2012 tout a été fait. Et d'ailleurs, tout ce qui a été dit n'a pas été fait. Mais le problème, c'est que tout ce qui a été fait n'a pas forcément été dit. Mais j'observe aussi une chose. C'est que lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République,
aux élections européennes, il y avait 3 députés européens du Front National. Depuis que François Hollande a été élu, il n'y en a plus 3, il y en a 24. Donc vous voyez le meilleur carburant du Front National. Celui qui fait monter le Front National, c'est avant tout l'idéologie socialiste. Est-ce que je vous dis que nous avons tout réussi pour autant? Bien sûr que non. Et que nous avons une part de responsabilité. Je le dis. Oui, je vais aussi vers vous. Oui. Non, mais justement, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis pas en train de... Je suis pas venu... Je dis parce que je m'oppose et qu'il y a des choses qui me révoltent dans ce que fait François Hollande. Mais surtout, c'est ce décalage entre la parole et les actes que je ne supporte plus. Mais il y a aussi des postures à droite. Il y a aussi des leçons de morale que nous donnons trop souvent. C'est la raison pour laquelle, dans cet ouvrage, je dis, attention, réveillons-nous, travaillons. C'est ce qu'attendent nos concitoyens qui partagent nos idées et nos valeurs et qui, au fond d'eux, n'ont absolument pas envie de voter Marine Le Pen. La Front National, donc c'est votre livre, Geoffroy Didier. Vous dites finalement que la gauche a trahi Jaurès et que la droite a trahi Jeanne d'Arc. C'est une grande phrase pour dire que grosso modo, on a laissé le drapeau, un certain nombre de valeurs au Front National et qu'on s'est désintéressé un peu trop souvent de ce qui était les racines de la France. Oui, pour être très précis, je dis effectivement que la gauche a déjà trahi Jaurès et oublié les classes populaires. Il suffit d'ailleurs de lire les rapports du think tank Terra Nova pour comprendre quelle était en fait la stratégie de clientélisme électoral, de communautarisme de François Hollande et de ses amis. Et je dis juste, attention, la balle est dans notre camp à droite. Si nous ignorons Jeanne d'Arc, si nous n'assumons pas nos valeurs, si nous n'assumons pas le patriotisme, si nous n'assumons pas les traditions chrétiennes de la France, si nous n'assumons pas ce que nous sommes... Les traditions chrétiennes de la France. Oui, bien sûr, les traditions chrétiennes de la France, mais c'est un fait historique. Et le fait d'avoir, par exemple, M. Blanc, des clochers qui sont le paysage de la France, ce n'est pas une question de culte, c'est une question de culture. Et cette culture-là, c'est la raison pour laquelle je suis pour l'assimilation. Je demande à tous ceux qui viennent dans notre pays d'épouser la France, de devenir des Gaulois au fond d'eux-mêmes et d'assumer ce que nous sommes. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent oublier leurs racines? Non. Est-ce que ça vous n'oubliez pas juste, excusez-moi, un mot central dans la République qui est la laïcité, non, aussi bien sûr que je n'oublie la droite que la gauche? Je n'oublie pas, et d'ailleurs si vous avez lu mon ouvrage... On parle beaucoup des religions en ce moment, mais est-ce qu'on n'oublie pas? Vous avez tout à fait raison. Doit théoriquement être le socle de notre société, la laïcité. Le socle, c'est l'indivisibilité de la République. C'est le respect des règles, des lois et des valeurs. Et parmi, effectivement, ces lois, il y a celle qui consiste à vivre dans une République laïque où, M. Blanc, chacun a le droit d'exercer son culte librement, mais celui qui transforme son culte personnel en projet de société, là, la République doit lui dire non. Donc vous pointez du doigt qui, concrètement? Ah, mais je ne pointe aucune religion. Et si vous lisez mon livre, vous verrez à quel point je dis, par exemple, je suis contre la construction de minarets. L'islam, vous n'avez pas parlé de la religion chrétienne à l'instant. Mais justement, j'allais vous le dire. Je suis contre la construction de minarets parce que j'estime que tout prosélytisme dans l'espace public aujourd'hui est une erreur, étant donné les tensions, le communautarisme et de l'autre côté la xénophobie. Mais je dis avec la même force dans ce livre que j'estime que c'est une mauvaise idée, contrairement d'ailleurs à ce que pensent beaucoup de ma famille politique, que c'est une mauvaise idée d'installer un petit Jésus dans des maisons de la République, que sont les mairies, les conseils généraux, où tous nos concitoyens vivant dans une république laïque vont faire des démarches administratives. Donc vous voyez, je mets la laïcité à l'égalité de chacune des confessions. Je dis juste, soyons rigoureux, soyons respectueux. La question n'est pas celle des amalgames. La meilleure manière de lutter contre les amalgames, c'est précisément de faire triompher les lois de la République, une République indivisible et une République laïque. Et faire appliquer les lois, vous avez par exemple la loi sur le voile, on en reparle, Nicolas Sarkozy en a reparlé hier, la loi sur le voile, vous l'avez votée, la loi contre la burqa, sauf qu'elle n'a pas été appliquée ou qu'elle est peu applicable. Donc vous avez fait aussi un certain nombre de lois en sachant très bien, quand on parle avec les policiers de certains départements, que de toute façon cette loi n'est pas applicable. Est-ce que le problème ne vient pas de là? Il y a les mots, il y a les grandes formules, et puis il y a une réalité. Je suis totalement d'accord avec vous. Le vote même de cette loi, du port de la burqa, de l'interdiction dans l'espace public du port de la burqa, était déjà un bon signal adressé à tous ceux qui veulent défier la République. Parce qu'il y a, Monsieur Blanc, des hommes et des femmes, et même des Français, et même des personnes qui sont nées françaises, mais qui ne se sentent toujours pas françaises, et qui veulent défier la République. Nous l'avons vu malheureusement en janvier. Mais le problème, c'est effectivement qu'aujourd'hui, entre les grands discours à l'Assemblée et les lois effectivement votées, il y a un premier décalage. Et il y a un deuxième décalage, un profond décalage, entre les lois qui sont votées et l'application ou leur non-application concrète sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je fais une proposition simple,
qui va un peu déménager, c'est que désormais, nous refondions le bicaméralisme avec des députés acteurs qui votent les lois et des sénateurs élus au suffrage universel direct qui ne soient plus chargés de voter les lois, mais qui soient chargés de veiller à leur stricte application sur le terrain. Les Français attendent une réforme du Sénat. Eh bien, faisons en sorte que les sénateurs soient des sénateurs veilleurs qui s'occupent non pas de la mise en place des lois, mais de leur mise en œuvre. Merci beaucoup, Geoffroy Merci. Didier, d'avoir accepté mon invitation. Geoffroy Didier, membre de l'UMP, cofondateur de la Droite Forte. Je rappelle le titre de votre livre, La Fronde nationale, aux éditions du Moment. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.